Donc, merci déjà à tous d'être présents pour le 4e webinaire de notre série consacrée à la logistique urbaine. Donc, voilà, pour ceux qui étaient là au précédent webinaire maintenant me connaissent bien. Je suis Nicolas Boisdvézy et j'anime ces webinaires pour l'Observatoire régional transport et logistique du Grand Est. Je travaille à l'Adréal Grand Est, qui est l'un des membres de l'Observatoire. Alors, en attendant que tout le monde se connecte, et pour repréciser qui nous sommes pour les nouveaux venus qui ne nous connaîtraient pas, donc le RTL, c'est une association qui regroupe 35 membres publics privés, donc services de l'État, collectivités, organismes publics, fédérations professionnelles, qui a pour principale mission de travailler à l'amélioration et à la diffusion des connaissances dans le domaine des transports et de la logistique au niveau de la région Grand Est. Donc, vous pouvez aller sur notre site web rtl-grandest.fr pour découvrir qui nous sommes et nos différentes réalisations. Alors, comme la logistique urbaine, c'est un sujet qui était assez important pour pas mal de nos membres, nous avons décidé d'organiser des webinaires sur cette thématique au rythme d'un par mois. Donc, on est aujourd'hui au 4e, et si vous n'y avez pas assisté, je vous rappelle que les précédents webinaires sont disponibles sur notre site internet en vidéo, en replay, voilà. Donc, comme d'habitude, on vise une durée de 45-50 minutes avec 30 minutes d'intervention, puis 15 minutes de questions-réponses, et vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions dans le chat. Alors, je vois que Mehdi Davouz n'arrive pas à activer sa caméra, mais qui fait ce qu'il peut pour nous rejoindre. Bon, je le réinvite. Voilà, donc... en attendant, je vais vous expliquer un peu pourquoi on a choisi de s'intéresser au sujet des livreurs coursiers qui sont sous statut d'auto-entrepreneur. Donc, en fait, c'est venu d'un constat qu'on avait fait il y a quelques mois avec notamment l'AFT, donc qui est un des membres de l'Observatoire, et qui, entre autres missions, produit des analyses sur l'emploi et les formations dans la branche transport et logistique, notamment pour l'Observatoire prospectif des métiers et des qualifications dans les transports et logistiques, l'OPTL. Et voilà, ils avaient constaté une explosion des effectifs d'entreprises enregistrés sous le code NAF 5320Z, autres activités de poste et de courrier. Et lorsqu'on avait échangé, on a essayé de comprendre ce constat qui nous surprenait. On a essayé de comprendre quelles étaient ces entreprises, quoi. Et du coup, lorsque l'on analyse la base Sirène qui regroupe l'ensemble des entreprises, on se rend compte qu'il s'agit essentiellement d'auto-entreprises qui ont été créées depuis 2016 et qui déclarent exercer des activités de coursier à vélo. Alors, pour vous donner un peu quelques chiffres, on a aujourd'hui plus de 8000 entreprises en Grand Est enregistrées pour cette activité. Et à vrai dire, entre le temps où j'ai constitué la base de données et aujourd'hui, on est quasiment à 9000. Donc, c'est pour dire, voilà, on est sur une croissance assez forte. Et en fait, si on compare au nombre d'entreprises qui sont dans le transport routier de marchandises, on est plus du double. Donc en fait, on a une grosse croissance du nombre d'entreprises dans le secteur, et c'était ça qui nous avait poussé à investiguer le sujet. Et donc, effectivement, comme je le disais, c'est un chiffre qui augmente d'un mois sur l'autre, et on a quasiment 500 nouvelles auto-entreprises par mois en Grand Est. Donc, on est sur un taux de croissance de 80% par an actuellement. Donc, ce qui est assez important. Alors après, toutes les entreprises sont pas forcément actives dans le sens où il n'y a pas forcément il va y avoir une entreprise créée et pas forcément l'activité au bout d'un certain temps. Mais voilà, on a quand même beaucoup d'entreprises, et de plus, on a eu un vrai boom depuis la crise sanitaire. Alors, l'activité chez nous avait démarré en 2016 et avec vraiment un développement à partir de 2018. Bon, il y avait eu un ralentissement en 2019, mais en 2020, voilà, il y a vraiment eu une explosion que l'on constate dans les chiffres avec, voilà, comme je disais, environ 500 créations de nouvelles entreprises, auto-entreprises par an. Donc voilà, c'est pour ça qu'on avait voulu investir ce sujet au travers de ce webinaire, voilà, voir un peu au-delà des chiffres qui sont ces livreurs et quel modèle économique, les questions que ça pose, les problèmes aussi. Donc voilà, pour y répondre, nous avons
invité 2 spécialistes du sujet. Donc tout d'abord une universitaire, Madame Laetitia Dablan, directrice de recherche à l'université Gustave Eiffel, anciennement à IFSTAR. Donc je vous laisserai vous présenter, mais dans le cadre de la chaire Logistic City, vous avez investigué ce sujet de la livraison instantanée et des livreurs auto-entrepreneurs, notamment au travers d'une enquête, donc ce qui me permet d'avoir des données quantitatives et qualitatives sur le sujet. Donc vous allez nous présenter principaux enseignements de vos travaux. Et puis, nous aurons ensuite quelqu'un qui connaît très bien le sujet des livreurs, parce que il est lui-même livreur. Il a longtemps travaillé comme auto-entrepreneur pour des plateformes et aujourd'hui décidé de s'investir pour monter un autre modèle plus coopératif au travers des coursiers nancéens. Donc, Monsieur Mehdi Davoust, qui fera part de son témoignage et que je vais de nouveau inviter à rejoindre en espérant que ça marche. Voilà, et quant à moi, j'interviendrai un peu ponctuellement pour apporter quelques éléments chiffrés sur les livreurs en grand test et leur répartition sur le territoire. Et toujours un peu des soucis de connexion. Bon, enfin, en attendant, je vais peut-être vous laisser la parole, Madame Dablan, en espérant qu'on arrive à récupérer Mehdi Davoust d'ici tout à l'heure. D'accord, merci Nicolas. Je vais installer ma présentation. Je vois que c'est le PDF qui est préféré. Est-ce que ça marche pour vous? Voilà, oui, mais ça télécharge, c'était un petit peu long. Alors, vous m'avez demandé de présenter en quelques minutes, enfin en une dizaine de minutes. J'ai fait un PDF un petit peu plus long, mais ça sera pour les intervenants s'ils souhaitent ensuite avoir des références supplémentaires. Mais je ne parlerai pas de tout. Et donc, je vais vous parler des plateformes de la livraison instantanée. Et je veux d'abord vous montrer en quoi c'est un phénomène mondial. On en a beaucoup en France, on a beaucoup de livreurs impliqués dans ce travail, mais c'est exactement la même chose dans l'ensemble des très grandes villes dans le monde et de plus en plus des villes moyennes. Donc là, vous voyez quelques photos vraiment du monde entier, du nord, du sud. Et ce qu'on appelle les livraisons instantanées, c'est tout ce qui se fait en moins de 2 heures, tout ce qui implique des smartphones, des applis, des algorithmes, et tout ce qui fait travailler des auto-entrepreneurs, ou en anglais des gig workers. Ce sont d'énormes entreprises aujourd'hui. C'est parti de start-up il y a 5 ans, et aujourd'hui, on est sur des entreprises gigantesques qui sont valorisées en bourse plusieurs centaines de milliards de dollars, je n'exagère pas. Donc, on a la marque mondiale Uber Eats, on a d'autres grandes marques américaines, dont certaines achetées, qui s'achètent entre elles, et notamment une qui a été achetée par l'Européen Just Eat. On a d'énormes marques chinoises, dont Meituan, et on en a dans toutes les régions du monde également. Donc, encore une fois, un phénomène mondial et qui a d'énormes caractéristiques communes. C'est aussi ça qui est très intéressant. C'est un secteur qui est né très rapidement et qui est né avec des concurrents mondiaux, mais qui a des caractéristiques extrêmement similaires, notamment l'utilisation de ces livreurs auto-entrepreneurs. Donc là, quelques indicateurs récents. Je vous montre juste celui-ci pour l'année 2020. Uber Eats a augmenté de 130% ses commandes. Évidemment, c'est lié à la pandémie, mais également phénomène mondial. Un impact important sur l'emploi. Alors, je prends l'exemple le plus important, évidemment, celui de l'entreprise Meituan, qui emploie 1 million d'auto-entrepreneurs de livraison par jour. Et ça, c'était un chiffre d'il y a déjà 2 ans. Je n'ai pas trouvé le chiffre plus récent, mais j'imagine qu'il peut avoir aisément doublé. Et c'est un enjeu important, l'emploi, parce que Deliveroo, qui est rentré en bourse il y a peu de temps, a fait une entrée en bourse un petit peu décevante. Et ces déceptions ont été attribuées notamment aux évolutions en termes de contrats de travail qui sont considérés comme inéluctables dans le secteur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils utilisent tous des auto-entrepreneurs et de plus en plus, ils vont devoir, sous l'impulsion de jurisprudence et de législation notamment, probablement intégrer de plus en plus de salariés.
Donc, un changement dans le business model en termes de contrat de travail. Et donc, c'est également pour eux une question importante en termes d'image, en raison de toutes les polémiques sur les conditions de travail de ces auto-entrepreneurs. Donc, c'est un débat très, très actuel et qui fait changer les choses en termes de contrat. J'en viens à l'enquête parisienne. Donc, tous les ans, tous les 2 ans, ça dépend des années, on fait une enquête, donc depuis 2016, à Paris, sur les mêmes spots, une dizaine de lieux parisiens, du centre et de l'est de Paris, pour comprendre, reconnaître ces livreurs. Donc, on a une méthodologie qui se veut vraiment sur le terrain, et on essaie de les interviewer de façon systématique. C'est-à-dire qu'on a probablement un échantillon relativement représentatif. Parce que d'abord, c'est un gros échantillon, et ensuite, on parle vraiment à tous ceux qu'on rencontre sur le terrain sur ces 10 endroits à Paris, qui sont les mêmes depuis 2016. Donc, l'enquête de 2021, qui a été effectuée en février, nous donne des informations intéressantes. Je ne vous les détaille pas, bien évidemment, on n'aura pas le temps. Le rapport est en ligne, c'est un rapport d'une 50aine de pages. Vous avez énormément de données sur les caractéristiques de ces livreurs et la façon dont ils travaillent, combien ils gagnent, combien de kilomètres ils font, combien d'heures ils travaillent dans la semaine. Je voulais juste vous pointer quelques éléments ici. 7% de femmes, c'est en augmentation. Des livreurs qui habitent à Paris et beaucoup en Seine-Saint-Denis. 90% de livreurs qui ont une nationalité étrangère. Des livreurs qui n'ont pas beaucoup de diplômes, mais qui en ont quand même, puisqu'il y a aussi également une part importante d'étudiants dans cette profession. Je vais y revenir un tout petit peu, 18% d'étudiants. 2021, c'est très nouveau, on a 11% de coopérateurs. On n'avait pas ça du tout dans les autres années, donc c'est un secteur, une façon de travailler en émergence. Je passe un peu plus vite. Ce qui nous a frappé en 2021, c'est également l'impact de la pandémie, bien entendu. Donc, 34% des livreurs se sont tournés vers cette activité du fait de la pandémie, et notamment beaucoup les étudiants qui sont revenus en masse sur ce secteur en 2020. La pandémie a entraîné une diminution du nombre de courses et des revenus pour beaucoup des livreurs. Donc, c'est un constat plutôt de dégradation de leur rémunération liées à la pandémie. Il y a eu beaucoup plus de demandes, mais encore plus d'offres de travail, je dirais. Et 57% des livreurs déclarent donc que la pandémie a détérioré leurs conditions de travail. Donc, ce retour des étudiants est frappant dans les chiffres. Vous voyez qu'en 2016, il y avait une bonne partie d'étudiants dans ce job. Et en 2020, ils avaient quasiment disparu, au profit des livreurs à plein temps. Les livreurs à plein temps sont encore largement majoritaires, mais les étudiants sont 2 fois plus nombreux en 2021 qu'en 2020. Donc, on voit vraiment un effet Covid, avec des étudiants qui n'ont pas pu travailler, par exemple, dans des restaurants ou dans d'autres emplois à temps partiel et qui sont revenus sur la livraison. En termes de véhicules utilisés, un petit zoom rapide, en augmentation l'utilisation des scooters, donc nos chiffres c'est 36%. Un chiffre très important en termes d'utilisation des Vélib, notamment les Vélib électriques, donc 18% des livreurs utilisent un Vélib électrique, ce qui est, quand on y pense, considérable, pour une part qui était inexistante il y a encore 3 ans. Et surprenant aussi, ça n'apparaissait pas dans nos enquêtes précédentes, l'utilisation d'une voiture. Alors, comme vous le savez, les livreurs qui utilisent des 2 roues motorisées devraient avoir une capacité de transport, une licence de transport intérieur, comme on dit, c'est-à-dire être inscrit à un registre en tant que livreur professionnel. Or, 84% des livreurs à scooter ne le sont pas. Donc, ils sont dans l'illégalité en termes du droit des transports. Et un peu la même chose pour les livreurs en voiture. Ceci dit, ils sont plus nombreux à avoir cette inscription comme transporteurs professionnels. Ils sont souvent d'ailleurs occupés le matin à un emploi dans une entreprise de transport de marchandises, avant de prendre ensuite un peu d'occupation de livreurs pour Uber Eats ou Deliveroo. On a également regardé leur déplacement domicile-travail.
beaucoup viennent de banlieue avec leur vélo dans le transport public, donc dans le RER ou le train. Donc ça, c'était aussi un élément qui existait moins massivement auparavant. La sécurité routière est un enjeu important et c'est un souci croissant. Donc dans nos études, on a vu ce souci qui apparaissait de plus en plus fort. Aujourd'hui, 25% des enquêtés ont eu un accident. Alors, mon troisième zoom pour cette présentation, c'est l'impact des jurisprudences, des décisions des juges, des décisions des tribunaux, et je reviens un peu à mon panorama international, sur les évolutions des contrats de travail. Donc, c'est un phénomène également mondial. Vous avez la Cour suprême californienne, la Cour de cassation française, le tribunal suprême espagnol, la Cour suprême britannique, etc., qui ont jugé, et ce n'était pas du tout le cas avant 2018, mais c'est le cas depuis 2018, que ces travailleurs indépendants étaient en fait des salariés déguisés. C'est un peu l'orientation de toutes ces décisions récentes. Donc, on voit une nette évolution des juges avant 2018, après 2018. Et après 2018, tous sont plutôt convergents sur le fait que leur façon de travailler les assimile plutôt à des salariés. Donc, ça a généré des évolutions législatives. Donc, il y a des discussions au niveau européen. Très récemment, au début mai, au sommet social, quelques discussions qui ne sont pas allées très loin au niveau européen, mais ça émerge. En Espagne, il y a un projet de décret pour introduire une présomption de salariat et en Italie, des négociations en cours. Il y a l'exemple intéressant d'une loi californienne qui, en janvier 2020, avait intégré tous les livreurs et les chauffeurs VTC dans le salariat de façon automatique. Et ça a été remis en cause par un référendum en Californie lors des dernières élections américaines. Donc, de nouveau, une situation classique, mais Uber et les autres plateformes qui avaient proposé ce référendum, bien évidemment, pour retirer les livreurs du salariat imposé par la loi, ont en revanche augmenté les rémunérations et transformé un peu et apporté plus de bénéfices sociaux aux livreurs. Donc ça a eu également un impact indirect, je dirais, sur les plateformes. Et en France, alors je ne vais pas vous les présenter, mais vous les aurez sur la diapo, j'ai fait un résumé des évolutions depuis 2016 de la loi. Donc vous savez que la loi El Khomri en 2016 avait commencé à introduire une responsabilité sociale des plateformes. La loi d'orientation des mobilités avait proposé un système de charte qui détermine que peuvent signer les plateformes avec des représentants des livreurs. Et en 2020-2021, les évolutions se sont accélérées, donc il y a eu des missions interministérielles et une ordonnance et un décret en avril dernier. Donc voilà, je vous pointe juste deux éléments intéressants. Donc l'ordonnance du 21 avril dernier va permettre d'organiser des élections professionnelles par voie électronique, c'est pour l'année prochaine, dans ce secteur, à la fois VTC et livreur. Et issu de la loi d'orientation des mobilités, une évolution au niveau du Code des transports qui vient de bénéficier d'un décret. Donc, les plateformes doivent fournir par ailleurs des indicateurs d'activité sur les temps de travail et les revenus de leurs livreurs au cours de l'année précédente. Donc, voilà, des évolutions intéressantes également au niveau français. Et je m'arrête là. Ok, ben merci, merci Madame Dablan. Bon, je pense qu'on reviendra tout à l'heure pour les questions. Enfin, en tout cas, il y a un certain nombre de sujets qui. Voilà. Du coup, et en attendant, peut-être vous repréciser effectivement ce que vous avez pu observer dans l'enquête que vous avez faite au niveau de Paris, c'est des choses qu'on retrouve aussi chez nous en Grand Est. Je voyais la proportion de femmes et c'est des choses qu'on. Ah oui, c'est la même. Voilà, donc c'est exactement la même et on voit aussi que c'est un phénomène qui est très concentré dans les grandes villes lorsqu'on regarde un petit peu, de manière un peu chiffrée, ce
Parce que l'on a les 6 plus grandes agglomérations, donc Strasbourg, Nancy, Reims, Troyes, Metz et Mulhouse, regroupent à elles 6 84% des livreurs, alors que c'est à peine plus du quart de la population. Donc voilà, c'est vrai qu'on est quand même sur un phénomène assez… Si je peux me permettre, en termes de véhicules, est-ce que l'usage de la voiture est plus important dans votre territoire? J'imagine que c'est une hypothèse qu'on peut soulever. Je pense qu'on pourra peut-être poser la question à Monsieur Davous, parce que effectivement, nous, pour le coup, on n'est pas capable de répondre à partir des données brutes. Je suis désolé pour un peu l'attente que vous avez pour l'intervention de Mehdi Davous. Je vais essayer de l'appeler par téléphone. On va essayer de faire un peu… Je pense qu'on va essayer de faire comme ça. En attendant, s'il y a des questions, moi, je peux tout à fait répondre. Oui, tout à fait. On ne va pas perdre de temps non plus. Donc, n'hésitez pas à mettre vos questions dans l'onglet questions, ça sert à ça. Je vois que quelqu'un est intervenu sur le Grand Nancy en indiquant que c'était surtout des 2 roues et peu de voitures. Mais nous, on se disait que les voitures, lorsqu'on faisait notre enquête, que les voitures étaient difficiles. Bon, je pense qu'on va essayer de faire l'interview avec Monsieur Davous par téléphone. Monsieur Davous, est-ce que vous pouvez parler, puis on va voir si tout le monde vous entend? Oui, bien sûr. Est-ce qu'on m'entend là? Est-ce que c'est bon pour vous? Ok, super. Donc, je vais… Hop. Du coup… Désolé pour le contretemps. Non, il n'y a pas de souci. Oui, Monsieur Davous, vous êtes livreur depuis 3 ans, hein, vous m'indiquiez, donc vous avez travaillé notamment pour les principales plateformes de livraison de repas. Mais donc, du coup, aujourd'hui, vous avez créé l'association Les Coursiers Nancéens, dont l'ambition est d'être une coopérative de livreurs indépendante de ces plateformes. Et du coup, première question que je voulais vous poser, c'était ce qui vous avait poussé à devenir livreur à vélo, et puis fort de votre expérience, qu'est-ce qui vous a amené à vouloir créer un modèle différent, à créer votre propre coopérative avec d'autres livreurs, et puis si vous pouvez présenter un peu rapidement aussi les coursiers nancéens. D'accord. Alors, ce qui m'a poussé vraiment à devenir livreur, c'est la possibilité de joindre l'utile à l'agréable, déjà. De base, j'aime beaucoup faire du vélo. Ensuite, ça permet de faire du sport, et tout en étant rémunéré pour ça. Donc, pour moi, c'était vraiment une incroyable opportunité pour le coup. Ensuite, ce qui m'a poussé à vraiment, développer un modèle différent sur Nancy, parce que ça se développe déjà partout en France, ça s'est déjà très bien développé en France, ailleurs, chez les coursiers bordelais, par exemple, ou dans d'autres villes encore. Pour ma part, moi, c'était l'envie d'être réellement indépendant, et particulièrement aussi la dégradation perpétuelle des conditions de travail et la rémunération des livreurs avec les différentes plateformes. D'accord. Donc oui, effectivement, comme vous dites que les conditions de travail, de rémunération se sont dégradées. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples à ça? Et puis oui, bien sûr. Alors, il y a déjà la tarification. Ouais. Elle est quasiment passée du simple au double en 2 ans et demi. Donc, le tarif moyen d'une course avant était environ en moyenne de 6 euros. Il est désormais sous la barre des 3 euros, 2,50 €, 3 euros en moyenne. Donc après, il y avait aussi la communication. Avant, on avait la possibilité de parler avec un représentant de ces plateformes lors de rencontres trimestrielles. Maintenant, ça n'existe plus. La remise du matériel, elle se faisait avant en présentiel, donc on rencontrait quelqu'un qui nous présentait un peu le matériel de livraison. Maintenant, c'est juste envoyé. Donc il y a plein de petites choses comme ça, et maintenant c'est vrai que la seule façon de les contacter, c'est soit par mail, et au mieux on a une réponse, souvent rien du tout, si les questions sont un peu dérangeantes. Sinon c'est lors des livraisons, on a un support donc qui est basé à Madagascar pour nous aider. Mais c'est moyen, voilà, vraiment. J'imagine. Et
Oui, lorsqu'on a échangé, vous parliez aussi de la dégradation des relations avec les restaurants et aussi les clients particuliers. Alors oui, effectivement, c'est vrai que la période Covid, elle n'a pas du tout aidé à ça. Ça a été un stress pour les restaurateurs et derrière, ça a été très stressant pour les livreurs parce que des fois on arrive un peu trop vite au restaurant, le restaurateur ça le stresse parce qu'il n'a pas fait le plat, nous on s'impatiente derrière et ça crée des conflits, énormément de conflits entre les restaurateurs et les livreurs. Et c'est vrai que maintenant on est vraiment dans une dans une société où la livraison elle se fait et on est invisible pour les clients. Donc c'est vrai que là-dessus, nous déjà les rapports avec les restaurants sont souvent conflictuels, malheureusement. Et maintenant, quand on arrive, on livre le client. Souvent, avec la période Covid, il ne comprend pas que on peut pas monter à l'étage, on reste en bas, donc on le fait descendre. Donc ça contrarie les clients qui aiment bien se faire livrer à la porte. Et donc on peut se prendre des mauvaises notes, des mauvaises appréciations et de se faire virer purement et simplement par Uber. D'accord. Mais du coup, ces conditions dégradées, c'est aussi lié au fait qu'il y ait de plus en plus de livreurs, du coup, que la concurrence soit un peu exacerbée et aussi peut-être des livreurs un peu plus précaires et moins exigeants. Effectivement, avant il y avait une communauté de coursiers, donc on était vraiment tous solidaires entre nous, on s'aidait, il n'y avait vraiment pas de problème. Mais le problème de tout ça, justement, pour les grosses plateformes, c'est que s'il y a des commandes qui sont pas assez bien payées, tous les coursiers vont la refuser. Et Uber et Deliveroo n'ont pas intérêt à ce qu'on refuse les commandes. Donc, en fait, ils vont ouvrir les vannes du recrutement avec des livreurs qui sont moins regardants sur la tarification, ce qui va commencer à nous mettre en concurrence. Parce que si moi, je refuse de prendre des commandes en dessous de 5 euros, forcément, il y a des personnes très précaires qui vont accepter de rouler pour 4, 3 ou 2 euros, par exemple. Donc, c'est vrai que ça a créé une sorte de précarité et surtout d'animosité entre les coursiers qui est dommageable. D'accord. Parce que, ce que vous me disiez quand on a préparé notre webinaire, c'est que, ne serait-ce que les relations sociales et même entre livreurs avaient considérablement évolué, de relations un peu, on va dire, collaborative, on est tous on fait tous la même activité, on se soutient à quelque chose, on est tous concurrents, on est tous rivaux et il faut défendre nos petits gains qu'on arrive à faire difficilement et en travaillant longtemps. Alors oui, exactement. On est vraiment passé de ce modèle-là où c'était vraiment, comme j'ai dit, une communauté fort soudée entre elles, à vraiment une précarité extrême qui fait que maintenant les livreurs ne se connaissent plus entre eux, ne se parlent plus entre eux, parfois à cause du barrage de la langue aussi, tout simplement. Il y a des livreurs qui parlent pas français, malheureusement. Et maintenant, c'est vrai qu'on est plutôt par petits groupes éparpillés dans Nancy selon nos affinités, parfois même seuls, ça dépend. Donc c'est vrai que c'est devenu vraiment conflictuel entre nous, conflictuel avec beaucoup de restaurants et donc avec les clients aussi, quoi. Donc c'est vraiment un cercle vicieux. D'accord. Bon, voilà, on espère. C'est vrai que c'est pas forcément très enthousiasmant d'entendre ce constat de dégradation. Voilà, le but, c'est vrai que on espère que cette tendance s'inverse un jour. Donc, on verra. C'est vrai que c'est toujours un peu compliqué d'anticiper un peu comment ce modèle va évoluer. Je sais pas, vous, comment vous voyez les choses à ce niveau-là? Écoutez, moi, j'aimerais être optimiste, honnêtement. J'aimerais que ça évolue positivement. Après, pour ça, il faudrait que les plateformes reconnaissent qu'il y a, une sorte de salariat caché. Ça arrivera pas. Mais de ce fait, sinon, il y a d'autres modèles qui existent, qui se développent très bien. Donc, par exemple, les coopératives. En France, ça commence à vraiment bien prendre. On a pu voir tout à l'heure, en 2020, ça a vraiment explosé. On a la chance d'avoir une fédération maintenant, donc Upcycle, et ça fonctionne vraiment très bien. Et moi, j'encourage vraiment tous les livreurs qui veulent continuer à faire ça, à coopérer entre eux, à créer plein de petites coopératives partout. Voilà. C'est la seule chose positive qu'on peut faire, parce que c'est vrai que continuer à travailler avec Uber et Deliveroo, je suis pas optimiste pour les conditions de travail. D'accord, donc votre message, c'est un peu
que les livreurs doivent essayer de prendre leur destin en main, si je peux résumer les choses. Oui, exactement. D'accord. Après, peut-être du coup, pour étayer un peu ce que vous disiez tout à l'heure sur l'évolution du public des livreurs depuis, en particulier, je pense, depuis le déconfinement, depuis la crise sanitaire. Bon, moi, j'avais regardé un petit peu, effectivement, la localisation de ces livreurs, et ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, ils ont tendance à être davantage dans des quartiers moins riches, moins centraux, et effectivement, on voit aussi un étalement dans l'espace, voilà, et aussi des livreurs qui sont dans des endroits où, en plus, comme ils sont plus nombreux, mais en plus, il y a moins de restaurants à proximité de chez eux, a priori. Donc c'est vrai que voilà, ça n'arrange pas les choses, et on est vraiment dans une concurrence un peu exacerbée. Je vois la réaction de Damien Vergenot de l'agence Scalen de Nancy, livreur de tous les pays, unissez-vous. Alors j'irai pas jusque là, mais effectivement, on est dans un nouveau, effectivement, dans un modèle où certaines précarisations quand même très très fortes pour certains livreurs. Je pourrais peut-être passer aux questions-réponses. Alors, j'ai déjà noté une question, je pense que ça sera plus pour Madame Dablanc, enfin peut-être aussi Monsieur Davoud. C'est une question d'ordre un peu législatif sur l'avancement de la réforme au niveau de l'autorité des relations sociales des plateformes qui serait prévue par une ordonnance, un nouvel article du Code du travail. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, Madame Dablanc. Ma connaissance, elle n'est pas encore créée, mais elle va l'être. Mais je n'ai pas suivi de près. Mais en tout cas, elle est bien prévue par ce nouvel arsenal législatif. Elle devrait être payée même par une taxe sur les plateformes. Sur l'autre question, la notion de plateforme, je pense qu'on peut la réserver à ces grosses plateformes commerciales comme David Lombard les appelle, effectivement. Après, on peut aussi utiliser le terme tout simplement pour tout l'ensemble de cette… à partir du moment où il y a une application, quelque part, on peut estimer que c'est une plateforme. Mais je pense qu'aujourd'hui, le terme, il est plutôt à réserver pour Uber et tous ceux que je vous ai présentés, là, les gros qui se rachètent entre eux. D'accord. Parce qu'effectivement, du côté des coopératives, alors, Monsieur Davoud va pouvoir compléter, mais tels qu'ils sont fédérés par CoopCycle, il y a aussi un outil de réservation qui existe, mais on n'est clairement pas du tout sur le même modèle. Oui, c'est pas le même modèle. Après, c'est un modèle qui va avoir… Alors, les plateformes ont du mal. Leur modèle économique, pour le moment, il est très, très fragile, puisque même les très, très grosses ne font pas de bénéfices, mais elles ont tellement d'investisseurs, de possibilités d'avoir des tours de table financiers aujourd'hui qu'elles peuvent continuer à se développer. Mais au bout d'un moment, il y en aura que quelques-unes qui resteront. Et les coopératives, je ne sais pas ce que M. Davoud en pense, mais ont également des… Enfin, c'est difficile économiquement. Donc, les deux modèles ne sont pas non plus… Il n'y en a aucun qui est parfait sur le plan des simples bénéfices d'exploitation. C'est pas facile de faire la livraison. D'une façon générale, ça coûte cher la livraison et les gens ne veulent pas payer très cher non plus. Donc, on est pris dans un étau et les modèles économiques essaient tous de se débrouiller autour de ça, mais c'est pas facile. J'avais une autre réaction aussi sur le débat que vous aviez avec M. Davoud. Je pense que le modèle des grandes plateformes va changer, et pas seulement parce que les livreurs se mettraient tous coopérateurs, c'est aussi parce que c'est mauvais, c'est ce que je disais au début, c'est mauvais pour leur image de marque en ce moment. Tous ces recours aux tribunaux, toutes ces nouvelles législations, c'est une sorte de bad publicity pour eux, si vous voulez. Et on l'a vu, pour Deliveroo, ça a été mauvais pour leur entrée en bourse. Donc là, ça commence à se voir qu'il faut faire quelque chose, peut-être mieux payer. Alors, je ne dis pas qu'ils vont tout de suite mieux payer, mais je trouve que les choses sont en train d'évoluer
à ce niveau-là, notamment aux États-Unis. Donc, et du coup, il y a, je pense, question de Monsieur Demangeon, est-ce qu'il n'y a pas aussi un enjeu de sensibilisation du client final, en fait, pour déjà qu'il soit au courant qu'il y a qu'il prenne bien en compte qu'il y a une prestation, qu'il y a des efforts, que ça a un coût, et à côté, voilà, pourquoi face aux abus, les livreurs ne se fédèrent pas plus, notamment autour du syndicat des transports légers, et puis aussi, voilà, pourquoi s'il y a autant d'entreprises qui ne respectent pas le droit des transports, pourquoi ceux qui le respectent n'entreprennent pas d'action devant la justice vis-à-vis de ceux qui ne le respectent pas? Oui, non, mais le SNTL a apporté en justice le fait que beaucoup de livreurs utilisaient des scooters. Hein. Ils veulent plus de contrôle. C'est vrai que les autorités sont assez timides hein, pour les contrôles, notamment sur cette question de la licence. Ils n'en font pas beaucoup. Et donc, moi, je trouve qu'on laisse un peu pourrir les choses. Alors, c'est vrai que avoir une licence, quand on est simple livreur Uber Eats en scooter, c'est un peu absurde parce que c'est une licence qui est difficile à avoir. Donc, on est dans un système juridique qui est finalement trop complexe hein, pour les livreurs auto-entrepreneurs. Donc, je pense qu'il faudrait simplifier, créer une licence spéciale pour qu'au moins, à partir de ce moment-là, on puisse effectivement obliger tous les livreurs à entrer dans le nouveau système. Mais aujourd'hui, telle qu'elle est faite, elle est pas réaliste. Il faut de l'argent beaucoup d'argent par véhicule. Il faut une formation professionnelle un peu longue. Il faut un casier judiciaire, etc. C'est très bien, hein, mais c'est pas réaliste. Donc, je pense qu'il faudrait peut-être faire évoluer un peu les choses sur le plan de la réglementation et du coup la faire vraiment respecter, parce que pour le moment, effectivement, elle ne l'est pas. Mais c'est aussi une spécificité française, hein, cette réglementation des livraisons à moins de 3,5 tonnes. Oui, on est le pays le plus strict en termes de réglementation des véhicules motorisés. Dès qu'on veut faire la livraison et qu'on utilise un véhicule à moteur, y compris un scooter, on a cette législation imposée qui finalement n'est pas respectée. Donc, on est un peu dans l'entre-deux en ce moment. Et sur les consommateurs, moi, je suis assez pessimiste. Hein. Les consommateurs, je crois que c'est un coup parti. C'est-à-dire les consommateurs, maintenant, ont pris l'habitude d'avoir des livraisons offertes. Elles ne sont pas gratuites, elles sont offertes. En sociologie du consommateur, on sait qu'il y a à peu près 10% des consommateurs qui sont prêts à être un peu actifs et donc ils seraient prêts à payer, par exemple, la livraison par volontarisme. Je pense que ce n'est pas forcément comme ça qu'on va… Je pense que c'est plutôt en faisant respecter les règles sociales et les règles du droit du transport qu'on va obliger le système à se transformer d'une façon générale. Mais essayer de sensibiliser le consommateur, c'est très bien, mais à mon avis, ce n'est pas l'option qui sera la plus fructueuse. Tout simplement parce que le consommateur est ce qu'il est. On est tous coupables. D'accord. Je ne sais pas si M. Davous veut réagir, mais on avait aussi une question sur le fait, est-ce qu'il y a des différences entre les types de marchandises livrées? Est-ce que, voilà, c'est vrai qu'on parlait pas mal des repas, mais il n'y a pas que ça en logistique urbaine livrée à vélo. Donc, est-ce que sur d'autres produits où on est sur un niveau de concurrence aussi exacerbé avec des prix aussi tirés vers le bas? Alors déjà, je voulais revenir juste sur pourquoi les livreurs ne se fédèrent pas autour du syndicat national du transport léger. Déjà, il y a de plus en plus de livreurs qui ont très peu de connaissances du droit le plus élémentaire. Et ensuite, il y a tout simplement aussi la peur des représailles. Donc, il suffit, comme j'ai expliqué, des fois de poser une petite question un peu dérangeante ou ce genre de choses par mail. Et c'est déjà arrivé de devoir faire bloquer son compte pendant un certain temps. Et après, avec le risque d'être définitivement bloqué par les plateformes. Donc, il ne faut pas oublier que c'est quand même aussi leur façon de gagner leur vie à ces livreurs. Donc, se syndiquer, c'est prendre le risque de livrer avec une épée de Damoclès sous la tête. Donc, pour le coup, ils n'ont pas trop envie de le prendre. Pour la sensibilisation aux clients,
moi, je pense que ce serait une bonne chose, mais c'est vrai que ça serait avec des effets vraiment très relatifs. C'est vrai que là-dessus, j'en conviens, mais je pense que ce serait quand même important de le faire. Parce qu'on est à l'heure actuelle, nous, en tant que livreurs, moi je l'ai vécu, même psychologiquement, pour le bien-être des livreurs, c'est des fantômes, ils sont inexistants aux yeux des clients et des fois ça fait mal au cœur de certains livreurs et ça les pousse pas à se professionnaliser et à faire plus que, enfin, faire mieux que ce qu'ils devraient faire, quoi. Parce qu'ils sont traités un peu comme, je vais dire, enfin, vulgairement comme de la merde par certains restaurateurs et ils sont invisibles aux yeux des clients. Donc pour le coup, c'est sûr qu'en plus on est mal payé, donc ça donne pas forcément envie aux livreurs de faire de la qualité. Voilà. Donc ensuite, pour la question sur la situation actuelle pour les coursiers nancéens, on commence bien, je trouve. Donc après, c'est moche à dire, mais peut-être qu'on a bénéficié aussi de la crise Covid, qui a fait vraiment gagner 10 ans à Nancy sur la cyclo-logistique. L'évolution espérée, vraiment, bon, je vais être un peu ambitieux, mais j'aimerais avoir des centaines de livreurs qui sont dans la rue, j'aimerais pouvoir les recruter. Après, c'est un peu utopique, mais si je peux déjà délivrer, on va dire, le plus possible de livreurs qui sont actuellement dans les rues, et en faire des vrais coursiers, parce que la cyclo-logistique, c'est un véritable métier, je serais vraiment très satisfait. Maintenant, pour l'accueil avec les restaurateurs et les clients, il est vraiment très bien, parce que notre façon de gérer, donc, si concrètement on a une plateforme, nous, en ligne, numérique, c'est sûr que c'est pas le même modèle que Uber et Deliveroo, mais on a une plateforme en ligne, sauf que nous, tout est humain. Donc, ce qu'on appelle le dispatch, la personne qui transmet les commandes aux livreurs, qui s'occupe des prises de commandes, c'est une personne humaine. Et donc, il y a une gestion humaine derrière et c'est pas un algorithme. Et donc, c'est vrai que les restaurateurs, quand ils ont un problème, ils savent qu'il y a un numéro vraiment dédié à Nancy. Il y a vraiment un contact humain que les restaurateurs avec les clients apprécient, quoi. On est mieux rémunéré. Donc, on a une marge différente des livreurs Uber et des Deliveroo. Et de ce fait, on n'arrive pas chez le client, on ne jette pas notre course comme ça et en prenant tout de suite la prochaine commande. On sait qu'on gagne mieux notre vie, donc on prend le temps de parler avec le client, de discuter, parce qu'en général, ils sont quand même très réceptifs à notre coopérative, à notre projet, donc on est plus souriant. Et donc c'est un plus. C'est vraiment un plus, c'est une plus-value pour les restaurateurs et pour les clients. Et je pense que si vous contactez tous les restaurateurs qui travaillent avec nous, ils vous le diront, il y a vraiment pas de souci là-dessus. Donc maintenant, la rémunération pour les livreurs est meilleure. Pour les restaurateurs, elle est bien meilleure qu'Uber et Deliveroo. Et je crois que pour toutes les coopératives de France, j'ai pas peur de m'avancer en disant qu'on est vraiment concurrentiel face à Uber et Deliveroo pour les restaurateurs. Maintenant, sur la partie food tech, donc la livraison de repas, on est aussi concurrentiel que Uber et Deliveroo parce qu'on prend une petite marge, on va dire, un certain montant au restaurateur. Donc ça permet d'équilibrer le montant de la course. Donc il y a très peu de différence avec Uber et Deliveroo pour le client. Là où on a encore un peu du mal à stabiliser les prix, effectivement, c'est sur tout ce qui est course hors food tech, donc livraison de repas à domicile. Donc vraiment, c'est vrai que la livraison du dernier kilomètre, c'est à l'heure actuelle celle qui coûte le plus cher. On n'a pas assez de volume actuellement pour ce qui permettrait de faire baisser les prix. Donc c'est vrai qu'on reste encore pas abordable pour le plus grand nombre, malheureusement. Voilà. Okay. Du coup, merci pour ces explications. Je suis en train de regarder si on avait des questions qui nous avaient échappé. Du coup, ça rebondit un petit peu sur ce qu'on se disait, mais est-ce qu'on serait capable d'avoir un prix kilométrique de ce qui vous permettrait de rentrer un peu dans vos charges au niveau d'un livreur à vélo, quoi. Combien faudrait payer par kilomètre après, mais je suis pas sûr que ça soit par kilomètre justement que ça s'évalue, mais pour le coup, ça serait plus en temps. Pour le coup, c'est le temps, c'est de l'argent pour nous, effectivement. 1 kilomètre sur du plat, ça va très vite. 1 kilomètre sur l'avenue Boufflers, ça va beaucoup moins vite. C'est beaucoup plus dur pour un livreur qui est sur un vélo standard. Maintenant, 1 kilomètre, ça se fait très rapidement, mais la prise en charge de la commande, la livraison, etc., il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Une livraison à 1 kilomètre, elle peut prendre beaucoup de temps parce que à préparer, elle est très longue.
on trouve pas de clients, etc. Comme une livraison à 3-4 km, elle peut se faire extrêmement rapidement. Donc c'est plus au temps qu'au kilomètre. D'accord. Donc oui, c'est vrai que c'est pas forcément simple, voilà, de pouvoir communiquer un prix au grand public pour qu'ils se rendent compte, ben voilà, et c'est vrai que le prix finalement pour le consommateur final est masqué. Du coup, je regardais s'il y avait d'autres questions. Sinon, je pense qu'on va, comme on est déjà pas forcément en avance sur l'horaire, on va peut-être pas tarder à s'arrêter là. Bon, peut-être, allez, une dernière question, allez, de Monsieur Demangeon. Est-ce que l'aménagement de zones dédiées au vélo ne serait pas un plus dans les villes? Donc, oui, c'est la question des aménagements urbains. Est-ce que ça facilite la vie pour les livreurs, mais aussi pour la cohabitation avec les autres usagers? Alors oui, effectivement, nous, on a tout intérêt à ce que la ville soit piétonnisée, soit même juste des véritables pistes cyclables, donc des choses où on peut rouler en toute sécurité, convenablement. Donc c'est vrai que c'est un gain de temps incroyable. Moi, je sais que je roule souvent en dehors de la ville, sur la métropole, pour des livraisons hors food tech. Rouler sur des pistes cyclables sécurisées, je gagne beaucoup plus de temps qu'un livreur qui est en centre-ville et qui doit s'arrêter à tous les feux rouges, qui doit prendre certaines rues à contresens parce qu'il n'y a pas de pistes cyclables. Donc effectivement, nous, ce qu'on demande aussi, c'est d'avoir des aménagements, des zones vraiment dédiées au vélo sur les routes nancéennes. D'accord. Ok. Je vous propose que l'on s'arrête là pour aujourd'hui. Et si vous avez des questions, je pense que vous pouvez toujours vous rapprocher de Madame Dablan et Monsieur Davoust qui pourront vous renseigner sur leurs travaux pour Madame Dablan et sur les coursiers nancéens pour Monsieur Davoust. Donc, on a mis dans le chat le lien vers le rapport d'enquête sur les livreurs instantanés, donc version 2021. Voilà. Donc, nous, on va vous donner rendez-vous pour un prochain webinaire le 2 juillet. Donc, on est encore en train de chercher les intervenants, mais on va essayer de vous proposer quelque chose autour du e-commerce et de ses conséquences sur le développement des flux de marchandises en ville. Comme il y a de plus en plus d'hybridation des modes de consommation entre achat physique en commerce et achat en ligne, l'idée, c'est un peu de quantifier tout ça en termes de consommation, mais surtout de voir les conséquences que ça a d'un point de vue logistique au niveau des villes. Donc, il sera prévu le 2 juillet, toujours à partir de 14h. Et donc, on est volontairement décalé d'une semaine pour éviter ce que j'appelle une indigestion de logistique urbaine, parce que le 24 juin, il y a comme je le mentionnais dans le précédent webinaire, il y a le webinaire territorial organisé dans le cadre d'Interlude sur les démarches pour rendre la logistique urbaine plus durable. Donc, David Lombard vous a mis le lien tout à l'heure pour vous inscrire. Je peux vous le remettre si vous le souhaitez. Voilà. Hop. Et voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre participation, à vous souhaiter une bonne fin d'après-midi, un excellent week-end et donc vous aurez le replay de ce webinaire sur si vous êtes inscrit, puis plus tard sur le site de l'ORTL, et vous avez les replays des précédents webinaires toujours sur notre site. David vous a mis les liens dans le chat. Donc, merci à tous et merci en particulier à Laetitia Dablan, Mehdi Davoust pour leurs interventions, à David pour l'animation du chat et désolé pour les petits soucis techniques que l'on a pu avoir. Voilà. Bonne fin de journée, bon week-end. Merci, au revoir. Bon week-end à vous. Merci.